Ce soir, à la Galerie Glénat, pour le vernissage d'un nouvel auteur, Dimitri. Mais Dimitri travaille avec quelqu'un que nous avons le plaisir de rencontrer, Philippe Druyet. Et Philippe, sans rentrer sur votre œuvre qui est très connue, mais là on est sur un personnage clé, Lon Sloan, qui revient. Et qui revient, c'est pas vraiment un retour comme on fait Astérix et comme ça. Ce personnage, finalement, il vous appartient pas vraiment. Est-ce que vous faites une transmission, j'ai l'impression, avec cet album? Non, c'est en vérité, on invente un monde, un mythe, un personnage. Sloan est, comment dire, légendaire. Maintenant, chez Glénat, nous avons à peu près 10 ou 12 éditions étrangères. Après les années 70, ça fait quand même un bail. Et depuis longtemps, je voulais partager cet univers avec quelqu'un. J'ai cherché longtemps, parce que cet univers est exploitable, utilisable. C'est les grandes légendes, c'est Roland Furieux, c'est les Atrides, c'est la Rome antique, c'est la Grèce antique. C'est devenu quelque chose comment dire, comme notre ami Spielberg fait Jurassic Park, par exemple, il invente un concept, les 3 films suivants sont faits par d'autres, dans le même esprit. Il y aura toujours dans l'histoire du cinéma des mythes profonds comme Dracula, ou des mythes profonds comme Frankenstein, qui sont des mythes porteurs. Et chaque génération, tant que l'espèce humaine existera, il y aura des gens qui vont s'intéresser au mythe du vampire et au mythe de la survie, de la vie, de la création artificielle de la vie. Et Sloan fait partie d'une légende qui navigue à travers les siècles, contre lui-même, contre Jeanne. Enfin, c'est toute une histoire. Lucas s'en est bien servi, il me l'a dit, et c'est très, très touchant pour moi. Mais c'est quelque chose, c'est une matière, c'est un personnage profond, très complexe, très difficile à définir. Et surtout, l'univers graphique est important, mais il est personnalisé. Et Dimitri, lui, ne s'est pas contenté de... Comment dire, il n'a pas fait... C'est pas moi qui ai fait les crayons, il a fait une véritable création. Ce sont deux artistes qui ont décidé de travailler sur un thème, chacun à sa manière. Et donc, j'avais entièrement confiance, parce que ça faisait déjà bien longtemps que je cherchais quelqu'un pour faire cette communication, cette transmission de quelque chose qui dure depuis les années 70. Et c'est quand même étonnant, parce qu'il y a eu des périodes de la bande dessinée où il n'y avait plus rien dans les bacs, et moi, depuis les années 70, je suis pas Astérix, je suis pas Zep, je suis pas Lucky Luke, mais avec un monde aussi fou et barge que le mien, c'est quand même étonnant que pendant 50 ans, j'ai tenu à ce point-là, quoi. Et Sloan, pour moi, est quelque chose de profondément important. Et j'ai cherché longtemps, je ne trouvais pas, je ne sortais pas, je voyais bien que, et Dimitri, ouais, on a fait fusion totale, quoi, fusion totale. Et liberté. Et à la limite, même parfois, je lui disais, là, il y a quelques gimmicks à l'adroyer, c'est pas la peine. Parce que de toute façon, nous sommes dans l'univers de Sloan, nous y sommes. Les légendes est magnifique, donc voilà, c'est une très belle aventure, très très belle aventure. Moi je suis très fier de cette expo et de ce travail, et c'est un grand artiste, c'est un très très grand artiste. Alors du coup, ce personnage de Sloan, il y avait un projet, il a des avatars, il a eu l'avatar de Mato dans Salammbô, oui. Et vous aviez aussi peut-être l'idée qu'il est l'avatar, qu'il soit Dante à un moment donné. Absolument. Aussi. C'est quelque chose qui est toujours dans votre tête, ça? Toujours, oui. Toujours. Parce que on s'empare de mythes fondateurs, pareil, même discours, de mythes puissants, de mythes fondateurs. Je demandais un verre de vin blanc, bordel. Il arrive. Ouais. Bon, et... Sloan dans Salammbô est absolument tout à fait à sa place. Sauf que j'ai effectivement, par rapport à Salammbô, changé un peu la philosophie de Mato, qui est plutôt quand même un peu rustre et un peu violent, et j'ai axé, comme il se doit, parce que c'est dans le livre de Flaubert, la lutte des classes, c'est-à-dire le combat entre le pouvoir et la racaille, les gens qui se font tuer pour des gens qui ne les payent pas. Et donc c'est une lutte éternelle humaine, et là il a parfaitement sa place, quoi, vraiment sa place. J'ai fait ce bouquin, j'ai fait la trilogie pendant 7 ans. Là, en 2022, il y a l'anniversaire, donc j'ai déjà 5 expos, y compris à Rouen,
pour ça un mot. Et ma plus grande fierté, à une époque où on disait que la BD était réservée aux débiles mentaux, je me suis battu pendant 50 ans pour éviter ce genre de choses, pour le faire comprendre. Ma plus belle récompense a toujours été dans des signatures, quand j'ai vu des mômes de 15, 16 ou 17 ans ou 18 ans qui m'ont dit j'ai lu le roman de Faubert grâce à votre album de BD. Et il me dit j'ai pris un pied équivalent, quoi. Donc ça c'est quelque chose d'important, de très très important. Donc c'était le refus de rupture entre la littérature et la bande dessinée. Une osmose aussi. Bon, comme on adapte des films d'après des romans et tout ça, quoi. Donc voilà, quoi. Voilà, eh bien, on va lire ça avec grande attention. Merci pour ce beau travail de transmission, Philippe. Parfait. Donc, toujours à la galerie Glénat, nous sommes avec Dimitri Avramoglou. Dimitri, bonjour. Alors Dimitri, vous rentrez dans l'univers de Lon Sloan après avoir fait un album qui était, je crois, sur un univers un petit peu déjà cosmique, une caravane cosmique avec des forains cosmiques, c'est ça, je crois? Oui, absolument. Oui, pas un petit peu cosmique, complètement. Carrément. Et on sentait un peu, quand on voit l'album et les planches, une grosse influence de Moebius quand même dans votre travail de dessinateur. Oui. On va dire que Moebius et Druillet, Métal Hurlant, c'est des choses qui sont vraiment fondatrices de votre envie de dessiner aujourd'hui? Oui, c'est des œuvres séminales. Moi, j'ai découvert ça quand j'avais une douzaine d'années. Bon, j'ai eu l'occasion de le raconter déjà. Il sera là d'ailleurs ce soir, l'ami en question, qui était un prof de technologie au collège où j'étais. Et qui avait monté un petit atelier de dessin et de bande dessinée qui se tenait aux intercours, auxquels je participais, puis on publiait un petit fanzine avec nos histoires de gamins pour nos copains à la fin de l'année. C'était marrant. Et ce mec-là est vraiment BD-phile, et c'est lui qui m'a collé entre les pattes quand j'avais une douzaine d'années. Sa collection de Métal Hurlant, de pilotes, etc. Et j'ai découvert notamment l'Incal de Moebius à cet âge-là. Le travail de Druillet, et tout ça m'a vraiment fait exploser le crâne et m'a convaincu qu'il y avait quelque chose à faire pour moi là-dedans. J'ai vraiment toujours dessiné depuis que je suis tout gamin, mais j'avais pas encore à cet âge-là d'idées très claires sur ce que j'allais pouvoir en faire de ces facilités, de cette appétence que j'avais pour le dessin et les arts graphiques. Et en découvrant ces deux auteurs, d'abord Moebius, pour être très honnête, effectivement, qui a été une très très grosse influence tout au long de mon adolescence. Oui, les choses m'ont semblé assez claires. J'allais faire de la bande dessinée à un moment ou à un autre dans ma vie. Voilà. Puis je me suis orienté vers ça dès la fin de mes études. Enfin, dès la fin du lycée. J'ai enchaîné Estienne et les arts déco, d'abord en gravure et en illustration. Et le premier bouquin dont vous parliez, le Caravane, ça a été à l'occasion d'une rencontre que j'ai faite par l'entremise de mon prof d'atelier aux arts déco en illustration. C'était un de ses amis qui avait monté, donc ça se passe en 99, un truc comme ça, qui avait monté une start-up qui marchait assez bien. En com, en pub, en web, avec quelques gros clients qui faisaient tourner la boutique, et en fonds propres, il a eu l'idée de développer un projet de magazine consacré à des histoires de science-fiction, de manière assez informelle, sans véritable modèle économique derrière, et il avait réuni quelques jeunes auteurs autour de lui pour s'embarquer dans cette aventure-là. Il payait tout le monde en fonds propres, ça roulait bien. Et il écrivait ses propres histoires, un type bourré d'idées, une vraie locomotive, Michel Desny s'appelle. Voilà, un type vraiment plein d'allant, plein d'enthousiasme, et puis du talent, quoi. Et 2000-2001, la bulle internet, la fameuse bulle internet pète, et il y a plein de startups qui ont décroché à ce moment-là, dont la sienne, qui a vu disparaître quelques clients importants qui contribuaient par leur commande à financer ces projets-là. Et puis il s'est pas démonté, il s'est dit mais tout ce matériel-là existe, on a bossé pendant plus d'1 an sur ces histoires, on a des trucs absolument géniaux en gestation, allez, je monte un label de BD.
Et on a été 3 dessinateurs à le suivre là-dedans sur 3 histoires. Il est allé jusqu'au bout de son aventure, mais il a raté il a raté intentionnellement, hein, le créneau de la distribution qui représentait une part absolument considérable du budget du bouquin. Il a tenté d'y aller tout seul, et évidemment faire la tournée des Fnac avec ses cartons de bouquins dans le col de sa bagnole, c'est assez compliqué d'en placer 10 000. Je ne sais plus quel tirage il avait fait pour l'ensemble des titres qu'il avait retenu pour son projet. Mais bon, c'était quand même pour nous tous une sacrée aventure, ce truc. On a au moins eu une petite forme d'estime, hein, dans la façon dont ça a été accueilli par le public confidentiel qu'on a réussi à toucher avec les moyens qui étaient les nôtres. Lui, il a pris un bouillon assez dur, je pense. Bon, il va bien aujourd'hui, hein, mais ça n'a pas été facile. Et on avait envisagé de se lancer dans un tome 2. C'était pas tenable financièrement de poursuivre. Et l'aventure s'est terminée comme ça. Mais effectivement, hein, cette première histoire, il y avait plein de bonnes idées. Il y avait un univers vraiment très intéressant à développer. Et en effet, là, j'y suis allé franchement avec tout ce que j'avais accumulé de références graphiques tout au long de mon adolescence, en particulier du côté de Moebius. On sent un peu de Druillet aussi dans certains trucs de cet univers-là. Puis bon, 2-3 choses un peu perso quand même, mais voilà, c'était un round d'essai dans des conditions assez particulières, et puis une aventure vraiment très personnelle, puisque ce qui a été particulièrement intéressant pour moi, c'est que comme on était sur une équipe qui se montait complètement autour de ce projet notamment, j'ai dû mettre la main à la pâte dans un peu tous les dans tous les champs de compétences que ça requiert, en fait, hein. J'ai été impliqué dans tout un tas de décisions, notamment dans la FAB. Voilà, j'ai vraiment vu comment se passait, comment fonctionnait ce marché, et ça a été très très instructif, hein. Vraiment très instructif à de nombreux égards. Bon, puis ensuite, il a fallu que je bouffe, hein. Donc, je suis retourné à ce que je savais faire et que je faisais déjà alors que j'étais encore étudiant aux Arts Déco quand j'ai rencontré, c'est-à-dire de l'illustration, de la pub, de la com, du storyboard, enfin tout un tas de trucs pas forcément très intéressants, mais qui payent le loyer. Et j'ai fait ça tranquillement jusqu'à ce que j'ai l'occasion de rencontrer Philippe Druillet et de remettre le couvert sur la BD, mais cette fois-ci en empruntant un shortcut quand même assez génial, quoi. Aller taper un Lone Sloan alors que je sors de nulle part, c'est quand même un truc à se pincer, quoi. Mais alors, c'est les planches de Caravane qui ont séduit Philippe ou pas, du coup, quand vous le rencontrez, je crois. Il y a eu plusieurs trucs. Je suis venu le voir avec, j'avais rassemblé un peu tout ce que j'avais pu trouver de pertinent dans ma production, à la fois d'étudiants, production personnelle, même des trucs que j'avais pu faire pour des clients de com. Puis il y avait plein de croquis de nus, par exemple, enfin vraiment des choses très très variées. Et puis je crois que globalement ce qui l'a séduit, c'est le travail de dessin plus qu'un univers en particulier. Donc naturellement les planches de Caravane, ça il a bien aimé. J'avais eu l'occasion quelques temps auparavant, là c'était plutôt période estienne que Art Déco, ça fait un peu charognard de la BD mon histoire, mais quand j'avais juste une vingtaine d'années, avec ce prof du collège qui m'avait initié à tout ça, qui lui est un grand amateur de bande dessinée belge et particulièrement fan de Blake et Mortimer. Donc c'était juste l'année où Ted Benoît et Jean Voram prépubliaient dans Télérama leur premier album de reprise de Blake et Mortimer. Il m'avait proposé qu'on s'associe tous les deux pour proposer un projet de reprise à Dargaud. Comme ça, hein, histoire de s'amuser. Et on s'était réunis dans sa maison de campagne pendant un été, et il en était sorti au bout de quelques temps. On avait bossé un peu, on avait quand même bossé comme des dingues, et ça s'était étalé sur une période relativement longue, mais on avait réuni un ensemble de planches témoins, et de son côté un scénario complet pour 2 tomes qui était franchement béton. L'histoire est allée assez loin.
Et j'ai donc dans mes cartons à dessin l'équivalent d'environ 5 planches de Blake et Mortimer à la manière de Jacobs, voilà, très marque jaune, qui ont beaucoup plu à Philippe. Putain, mais si tu es capable de faire ça, tu vas t'éclater à faire... voilà, si tu as la main pour faire un truc pareil, si tu es capable de te mouler dans un truc qui implique de telles contraintes, avec ce que tu me montres en savoir-faire de dessin vraiment, bah, ouais, si la SF et ces univers-là, c'est vraiment ta came, tu vas pouvoir t'éclater, mais c'est pas quelque chose qu'on s'est dit et qu'on a vraiment conscientisé, qu'on a analysé. Ça a été assez pulsionnel, hein, en fait. Il y a de hasard aussi. Il s'est passé quelque chose de profondément instinctif. Oui. Moi, je suis pas très à l'aise pour en parler comme ça devant une caméra, parce qu'elle nous appartient à l'un et à l'autre, hein, à Philippe et à moi. Cette histoire, c'est d'abord une histoire humaine, c'est une rencontre d'abord amicale, qui très rapidement, effectivement, a débouché sur ce projet artistique et professionnel, mais ça va vraiment au-delà. Enfin, voilà, c'est véritablement une rencontre. Et alors, pour autant, vous n'essayez pas de faire du Drouillet, c'est-à-dire quand on voit l'album, on verra des plans de coupe, des planches de l'exposition, vous avez un style particulier qu'on devine, et vous avez une marge de manœuvre pour recréer des personnages nouveaux. Enfin, Drouillet vous a foutu la paix, je crois, finalement, après. Totalement. Moi, sur mes premières intentions, quand on évoquait le truc, avant même le stade des premières esquisses, j'envisageais des planches très enluminées à la manière de ce qu'il faisait dans Iragel. Il me disait non, on fait des trucs simples, tu fais des bords de cadre, d'entrée. Les seules contraintes qu'il m'a filées, c'est pas d'onomatopée. Bon, de toute façon, je déteste ça. Dans Caravane, il n'y en a pas, d'ailleurs. Et bulles carrées, ça me va très bien là aussi. J'aime pas, en effet, les bulles rondes qui défoncent les espaces alors qu'on a des cadres. Et je préfère travailler avec des lignes droites pour construire et segmenter mes espaces plutôt qu'avec des bulles. Bah oui, pas de problème, là-dessus on sera d'accord. C'est à peu près le seul cahier des charges qui m'est donné. Hein. Pas d'onomatopée, bulles carrées, c'est tout. Et chiate pas trop les décors de cadre, etc. Je faisais ça dans les années 70, c'est passé de mode, t'emmerdes pas avec ces conneries. Tous les petits ajouts de trucs en noir à la Kirby que je faisais, rentre pas là-dedans, et c'est pas d'imiter tout ça. Donc l'idée de simplifier les choses et d'aller à l'essentiel. C'était plutôt son idée, mais en gros, il m'a dit, moi, tout ce que tu montres, je trouve ça, ça me séduit, ça me plaît. Enfin, tu l'attrapes le truc et tu le fais à ta façon. Et quand les premières planches sont arrivées, mais c'est ce qui est vraiment merveilleux avec Philippe, c'est que en dépit de tout ce qu'il trimballe comme expérience, comme acquis, on pourrait multiplier comme ça les... il garde une espèce de fraîcheur, une espèce d'appétit, un enthousiasme, une curiosité, même une gourmandise pour les choses qui lui plaisent, hein, qui est absolument génial. Et sur les premières planches que je lui ai apportées, je l'ai vu comme un véritable môme. Pour moi, c'est un cadeau extraordinaire de recevoir une telle émotion d'un type qui a quand même contribué à façonner mon propre imaginaire, de s'émerveiller d'un truc que je lui apporte, voilà, qui est fabriqué à partir en gros des briques de Lego que lui a conçu. Qui me donne sa boîte de jouets, puis qui me laisse jouer avec comme je veux, et qui s'émerveille de ce que j'arrive à en sortir. C'est quand même vraiment génial comme échange. Et il y a là-dedans quelque chose qui relève véritablement de la filiation. C'est pas un terme que j'emploie par coquetterie. Là. Ouais, on sent que c'est une rencontre importante. Alors, au niveau de l'histoire elle-même, on va en parler avec votre scénariste un petit peu plus en profondeur. Vous êtes intervenu sur la narration ou pas du tout, finalement? Oui. Oui. Oui, ça a quand même été une aventure longue qui s'est très largement étirée. Combien de temps? 10 ans, j'ai cru comprendre, non? Alors le projet en lui-même c'est 10 ans, les phases d'écriture là-dedans évidemment c'est plus court, c'est un peu compliqué de rabouter les trucs pour vous donner un temps de prod exact. Mais on avait au départ de ce projet un
truc qui était quand même relativement bien développé hein, par Serge Lehmann, et qui contenait les grandes lignes de ce qu'on raconte là-dedans. Qu'avec Xavier, on a assez amplement étoffé, un peu transformé, on a spécialement revu la fin, mais le point de départ, on l'a conservé, même si on a réécrit la totalité des textes. Mais sur les grandes directions du récit, on est resté dans le cadre qui avait été posé par ce premier synopsis, en tout cas en ce qui concerne le lancement de l'histoire. Xavier a fait un énorme travail là-dessus, très très généreux en propositions, et moi je suis intervenu. J'ai proposé des inversions de séquences, par exemple pour dynamiser certaines choses. Je suis essentiellement intervenu sur l'écriture des dialogues en fait. D'accord. Qui a été pour de large part un travail de coécriture qui a été très intéressant à faire d'ailleurs parce qu'on s'est d'une certaine façon réparti les rôles. Certains personnages correspondaient davantage à l'un ou à l'autre. Alors pour vous c'était quel personnage et ça dépendait aussi des circonstances dans le récit. Vous avez changé. Sur les scènes d'action un petit peu dures, dans l'ensemble c'est moi qui prends la parole et j'ai une large tendance à faire parler Sloane, Vuz, Lurl, ces personnages-là c'est plutôt moi. Xavier était très très à l'aise pour Shan, l'abbé, Légende, dans l'ensemble c'est lui. Les récitatifs, c'est Xavier. Là, c'est un petit peu revu et corrigé par chacun, en fait, hein, parce qu'il y a eu des phases de relecture avec Philippe de tout ça. Ça a été une large tambouille où chacun a un peu apporté ses trucs. Mais globalement, ça reste toute la trame établie par Xavier sur le premier jet de Lehmann. Ça a été un tel jeu d'aller-retour qu'il y a bien des séquences sur lesquelles j'aurais du mal à vous dire aujourd'hui qui a écrit quoi. Ouais. Et alors au niveau de la technique graphique, vous avez travaillé avec quel matériel du coup pour Ça a été hyper expérimental. Ouais. C'est d'ailleurs assez étonnant qu'à la lecture du bouquin aujourd'hui, il en ressorte cette cohérence. Moi je vois des ruptures par endroits, mais on me les fait pas trop observer, donc apparemment elle reste supportable et surtout elle gêne pas le cours de la lecture, mais j'ai petit à petit glissé de techniques totalement traditionnelles sur les 30 premières pages jusqu'à du tout numérique sur le dernier quart de l'album. Ouais. Avec un gros mélange des deux en gros dans la vingtaine ou trentaine de pages centrales. Qui sont souvent d'ailleurs un peu plus faibles. Hein. Et puis en tout numérique, ça trouve vraiment son rythme sur les 15-20 dernières, ça devient pas mal. Mais en ce qui concerne les techniques traditionnelles, même là-dedans, hein, tout y est passé. On les regardera ensemble après si vous voulez. Il y a une langue de Chine, de la gouache, etc. Enfin, voilà, technique d'ancrage de base. Il y a du fusain, de la pierre noire, il y a des reprises de stylo à billes, il y a des feutres, c'est un mélange assez improbable de tout ce qui me tombe sous la main pour aller vers les matières de gris que je recherche, les valeurs, etc. Je pose beaucoup de questions autour de la pertinence d'un cerné très dur ou léger. Philippe Druillet vous a conseillé des choses ou pas du tout là-dessus? Jamais. Vous avez été libre là. J'ai eu une conversation d'ordre technique avec lui une fois, ça a été très très rapide. Je m'étais étonné de choses que j'avais réussi à faire avec un pinceau assez large, en le tenant assez à la japonaise, et d'un petit ancrage que j'avais tapé relativement vite sur une image assez difficile, avec de très grandes finesses, et puis j'avais pu travailler longtemps parce que voilà, le pinceau était plus gros, assez chargé en encre, etc. Enfin bon, je parlais de ça avec Philippe. Lui, il ne travaille qu'à la plume quand il fait du trait. Sinon évidemment il bosse au pinceau, mais il ne dessine pas au pinceau, Philippe, ou assez peu. Quelques effets, voilà, mais pas carrément du cerné de personnage, etc. Ça c'est plume crayon. Et sa réponse a été plutôt marrante. Écoute,
mon ami, tes problèmes sexuels ne regardent que toi. Très bien. L'art du décalage. Donc j'ai compris à cette occasion qu'on n'était pas là pour parler cuisine, mais qu'on était vraiment là pour parler rendu et puissance d'une image. Que j'utilise une plume grosse, petite, un pinceau large, court, on sent, lui en tout cas s'en tamponne, c'est pas son problème. Et c'est très bien, comme ça. Je pense que ça tient notamment au fait que lui-même a un parcours complètement autodidacte. Et que ce qu'il a acquis pour l'essentiel, ça a été à l'occasion de rencontres naturellement, mais surtout par tout un tas d'expériences qu'il a pu mener en retenant ce qui m'intéressait petit à petit, sans qu'on aille le guider sur un truc en particulier. De mon côté, je suis passé par des écoles. Et ça aussi, c'est un truc qui est marrant, hein, parce qu'on a des parcours qui sont littéralement diamétralement opposés. Oui, totalement. Ouais. Totalement opposés, et on se retrouve et on se reconnaît complètement sur l'essentiel. C'est vraiment curieux. Mais l'histoire est aussi une histoire de quelqu'un qui rencontre son opposé. Il y a de la géométrie, il y a de la dualité dans l'histoire, comment des oppositions peuvent naître quelque chose de complémentaire. C'est aussi un des enjeux narratifs de l'histoire, quand on réfléchit bien. Il y a une grosse dimension yin-yang là-dedans. Impressionnant. Il y a le sens d'une géométrie dans toutes ces grandes planches qui est très Philippe Drouillet finalement aussi. Vous avez cette vision aussi qui... Pas seulement, c'est un truc sur lequel on se retrouve vraiment, mais c'est pas chez lui que je suis allé chercher ça, pour ma part. Mais je pense qu'on se retrouve parce qu'on est sensible au même truc, essentiellement. C'est-à-dire que Philippe Drouillet, vous le mettez devant une façade de cathédrale bien composée, il tombe en extase. Et là-dessus, on est un peu pareil. Et je pense que ça sent. La manière dont on compose et dont on agence nos trucs sont pas tout à fait les mêmes, mais effectivement, on est sans doute porté par des aspirations assez semblables dans ce qu'on veut faire passer d'ampleur. Voilà. Et d'équilibre. Combien de temps du coup pour faire l'album à partir du moment où vous avez commencé le dessin Combien de temps pour terminer l'album, entre le moment où vous aviez l'idée de scénario et là mais ça a été un chantier délirant, hein, qui a été attaqué, interrompu, très longuement interrompu, réattaqué, complètement retourné, chamboulé, réécrit, et puis en gros l'album qui existe là, ça représente, je sais pas, peut-être 50 boulots. Mais 50 boulots en faisant un peu d'autres trucs, en étant par moments incapable de bosser et pas bien, je sais pas, mis bout à bout, c'est peut-être 3 ans de production, si on parle vraiment seulement de la partie graphique. Oui, graphique, oui. Parce que la phase d'écriture avec Xavier a quand même été vraiment longue avant d'aboutir à ce découpage-là. La contrainte de 78 pages, ça a été compliqué à tenir, parce que ce qu'avait écrit Xavier, ça supposait un développement beaucoup plus large pour raconter vraiment en détail tout ce qu'il avait à proposer. Bon, tout ça est assez dantesque. Enfin, genre dans l'univers de la bande dessinée, un truc qui s'étale sur 10 ans, c'est carrément n'importe quoi. Hein. C'est très étonnant. Alors, pour clôturer un petit peu, il y a l'idée que finalement vous repartez sur un nouveau cycle, donc vous êtes en train déjà de travailler la suite, ou vous faites une pause maintenant bien méritée après tout ça? Non, c'est plus qu'en gestation. Je pense qu'on va poursuivre. Apparemment, tout le monde en a plutôt envie. Hein, du côté de l'éditeur, ça semble assez enthousiaste. Les retours dont on dispose jusqu'à présent sont plutôt porteurs. Et les idées sont là, donc je pense qu'on va enchaîner, mais je tiens pas à vous en dire davantage pour le. Tout à fait. Gardons le suspense. Donc vous pour explorer l'univers de Babel
Nous sommes avec un des responsables, enfin le responsable de cette histoire un peu démente, hein, l'histoire qui, moi je l'ai bien lu 2 fois et c'est dense. Alors Xavier Caso-Zago, bonjour. Enchanté. Alors Xavier, comment on s'empare d'un univers aussi dense que celui de Lon Sloan? Vous aviez lu tous les Lon Sloan? Vous étiez déjà fan de l'univers avant ou comment c'est impressionnant quand même, cette masse narrative-là. Alors, c'est impressionnant, ouais. C'est vertigineux. C'est pour ça qu'il ne faut pas y penser beaucoup. Et ma trajectoire est encore plus drôle que celle de Dimitri, qui lui a grandi dedans. J'ai découvert quand Dimitri est venu m'en parler. Je ne connaissais absolument pas l'univers de Philippe Drouillet, hormis mes camarades de jeu que je connais depuis l'adolescence, qui m'en parlaient quand on était au collège et au lycée. Donc si forcément eux s'intéressaient à ça, ça devait être de la merde. Et quand j'ai ouvert mon premier Drouillet, je sais plus si c'était Ragaël ou Salambo, j'ai pris une claque monumentale. Ça a été un coup de foudre immédiat, mais surtout la sensation d'un retour chez moi, d'un retour à la maison. En découvrant l'œuvre de Philippe, je me suis découvert un grand frère avec qui j'aurais grandi et avec qui j'aurais partagé exactement les mêmes lectures, à peu près peu ou prou au même âge dans l'adolescence, les mêmes disques de musique, les mêmes préoccupations, les mêmes plaisirs en fait. C'est un univers qui me parle très intimement. Alors peut-être que ça en est ma lecture que personnelle, c'est celle que j'essaie de partager dans Babel avant toute chose. Et ensuite, pour bien travailler tout cet univers qui m'échappait, je suis même allé un peu plus au-delà de la redécouverte des albums de Philippe. Je suis carrément allé relire tous les livres et les auteurs qu'on pouvait avoir en commun et qui lui ont permis de justement accoucher de ce pirate magnifique. Alors on va citer Lovecraft forcément. Lovecraft, on peut parler de Kadik, on peut parler de Van Vogt, on peut parler de Siomak, on peut pas. Moi j'y ai injecté aussi du Vonnegut, bien que ça ait l'air très très éloigné, mais sur la déconstruction narrative. Et après on pourrait parler de toute une pléthore. Et moi je pense à Farmer, je pense à Catherine Elmour et son fameux Chamblot qui a été la matrice initiale du Mystère des Abîmes et qui se retrouve beaucoup dans les 6 voyages, puisqu'on peut vraiment considérer que la structure des 6 voyages est quand même quelque chose qui trouve un écho, qui répond en écho au fameux Chamblot. Et tellement d'autres choses, parce qu'après c'est un garçon qui a une culture que je pense j'échouerais à avoir dans ma vie, celle de Philippe. Et j'ai pu aller puiser aussi bien dans la philosophie, dans les sciences, dans l'anthropo, dans l'ésotérisme. Enfin voilà, si je continue à l'explorer avec mes 2 joyeux camarades, je pense que j'aurai le plaisir de continuer à m'enrichir intellectuellement très longtemps pour pouvoir insuffler un maximum de vie et de possibilités d'interprétation dans cet univers. On va faire un petit exercice un peu difficile pour quelqu'un qui ne connaît pas la série, qui va démarrer avec celui-là. En 2 mots, 2-3 mots, qui est Lon Sloan? Ou Mazette. Ah oui, du coup. Parce que là, on suppose que l'univers est connu. C'est affreux en 2-3 mots, hein, tu sais. Moi, je suis bon pour ma qualité de développement, pas pour ma qualité de synthèse. On peut aller jusqu'à une phrase. Alors, je vais te le dire en 2 temps, parce que déjà, pour moi, c'est vraiment Philippe. Il sera pas d'accord avec ça, mais c'est vraiment Philippe que je vois dans son personnage. C'est aussi Dimitri. C'est aussi beaucoup de moi. C'est très très personnel ce qu'on a essayé d'y amener chacun de notre côté, sans nécessairement d'ailleurs se court-circuiter ou même en parler. Mais si je dois répondre concrètement à ta question, je dirais que Sloan c'est un bloc d'indignation, c'est un élan vital incarné et dressé contre l'absurdité de l'existence dans un univers de plus en plus dépourvu de sens et d'humanité. Voilà. C'est un peu ma lecture très romantique d'aujourd'hui. Tu m'aurais posé la question les 4 jours, je t'aurais peut-être répondu différemment. Maintenant, tu me la poserais la semaine prochaine, je te répondrai que c'est peut-être un Ulysse des temps modernes. Alors pourtant, il a quand même une part sombre qui est manifeste, il a un double négatif, donc on a l'impression que tout le travail que Drouillet fait des années, c'est de se confronter à ce que Jung appelle l'ombre. C'est marrant parce qu'en ce moment, je bosse sur Jung pour la suite. Et ben voilà. Donc du coup,
Tu fais bien d'en parler, c'est une référence. On a un petit schisme avec Dimitri sur nos interprétations jungiennes. C'est une référence sur la question du... Là, effectivement, on voit le personnage. Alors, il y a un personnage qui s'appelle Écume. Alors, Écume, c'est... Alors, qu'est-ce que c'est? C'est le symbole du nihilisme, le symbole du chaos. Enfin, c'est des thèmes... Chaos, c'est déjà un album de Lon Sloan. Si on veut vraiment parler avec des termes métaphysiques, c'est le non-être tel que tu peux l'envisager avec Parménide, tel que tu le retrouves dans l'idéalisme allemand avec Fichte, avec Hegel. Et Babel est une histoire, alors si on veut en parler de manière hyper pompeuse et très universitaire, c'est vraiment une histoire sur la disparition de l'être, la disparition du sens. Et après, je pourrais broder là-dessus pendant des heures, mais tu vas perdre de l'audience sur... Non, mais c'est pas grave, n'ayons pas peur de... Alors, est-ce que c'est finalement, parce qu'il y a toute une tendance dans l'art aujourd'hui qu'on appelle le nihilisme, est-ce que votre œuvre, c'est pas une réponse à ça, finalement, de dire que quand il y a de l'ombre et des fêlures, la lumière peut passer à un moment donné, parce que la fin est quand même assez lumineuse sans la dévoiler. Tu me fais plaisir, tu me fais très plaisir. Du coup, je te ferai un bisou tout à l'heure en sortant. Parce que ce que tu dis là, c'est un peu mon cheval de bataille. Je pense que le Sloan de Philippe est beaucoup plus nietzschéen que le mien. Moi, je me suis autorisé, sous sa bienveillance, à le pervertir à ma façon, pour en faire quelque chose de beaucoup plus vital, c'est pas le mot, mais je lui ai donné, on va dire, une autre dimension éthique qui me parle plus. Je pourrais pas critiquer quelqu'un d'aussi grandiose que Nietzsche, mais c'est pas trop ma tasse de thé, surtout cette version-là du nihilisme. Là, il finit par se suicider, Nietzsche, après. Donc, mais il avait des petites maladies voilà, qui expliquent aussi beaucoup de choses sur son suicide. On peut pas juste dire que sa pensée l'a conduit à ça. Mais effectivement, il y a quelque chose de profondément malade dans sa pensée et de profondément malade dans l'époque qu'il décrit. Aussi. Et en ce sens-là, oui, Sloan est un personnage nietzschéen au sens où il vomit son époque, il vomit son temps, il vomit l'impossibilité humaine de son univers. Et je suis persuadé que quand on connaît la vie de Philippe, que oui, Philippe est pareil, que c'est pas le dessinateur, l'auteur 68 heures, c'est beaucoup plus que ça. C'est quelqu'un qui... voilà, et toutes ses tripes passent dedans et il vomit la réconciliation nationale, il vomit les impostures de l'époque. Et ben moi j'essaie de le reprendre à mon compte, mais je pense que le nihilisme de Nietzsche aujourd'hui n'a plus lieu d'être. On est terriblement loin de ça, puisque le nihilisme a gagné, la perte de sens est totale, et c'est pour ça que effectivement on se retrouve dans une histoire de science-fiction sur l'être va disparaître, ce qui a fait de nous l'humanité, ce qui a fait de nous quelque chose à l'intérieur du vivant dans son grand ensemble, la capacité à imaginer, à créer du sens, à fabriquer des mots, à fabriquer du lien, tout ça n'a même plus cours dans l'univers présenté dans Babel. Et c'est un univers qui, de mon point de vue, renvoie énormément à l'actualité, comme bah oui, Delirius renvoyé aux années 70, les 6 voyages renvoyés aux années 60, enfin 68, c'est les 6 voyages, c'est vraiment une BD anti-68 si on la lit bien correctement en fait. Politique, ouais. Exactement, et ben je m'inscris là-dedans. D'accord. Et alors, quand même, une des lectures intéressantes de l'œuvre, c'est quand même le symbolique, parce que, bon, Babel, vous avez repris l'idée que chaque album a le nom d'une planète, donc on est sur une planète. Cette planète, elle a quelque chose de particulier. Il y a l'idée de la bibliothèque. Alors voilà, déjà sur Babel, et puis après, pourquoi Babel, ce symbole, parce que c'est quand même un symbole, la tour de Babel, en termes de... aussi. Tu me fais très très plaisir avec tes questions. Babel, c'était une idée de Lehmann, comme l'écume, et comme l'armée des morts à la fin. Ce que lui voulait en faire n'était pas tout à fait pareil, si j'ai bien compris ses notes. Et ça a été mon point d'accroche à moi. C'est-à-dire que je rentre vraiment dans cette histoire où l'histoire devient d'autant plus encore la mienne qu'elle l'est depuis le début à partir du moment où on arrive à Babel. Parce que ça m'a parlé très intimement, encore une fois. Je sortais de 6 mois de lecture et de découverte de Borges. J'adore Borges. Et la bibliothèque de Babel est une expérience littéraire que je ne conseille pas à tout le monde, mais qui est un truc incroyable pour un lecteur, parce qu'en fait ce n'est pas une histoire, mais dans cette nouvelle, il nous amène vraiment à essayer de vivre une expérience intellectuelle qui est celle de la disparition en fait, de la disparition de l'ego, par la disparition de la langue. Et j'ai essayé de m'inscrire dans cette langue de Borges à ma façon. J'ai pas voulu le relire au moment où je rédigeais, j'ai voulu essayer
Ben, comme je fais avec l'œuvre de Philippe, moi j'essaie de transmettre ma lecture de l'œuvre de Philippe, mon enthousiasme quant à cette œuvre que je trouve incroyable, extrêmement important, je mâche pas mes mots. Mais au-delà de Drouillet, hein, qui est très estimable dans tout ce qu'il fait, est-ce que quand on fait des œuvres comme ça, on touche pas à ce qu'on appelle des grands archétypes? Oui, hein, et là, notamment, peut-être que la nouveauté de cet album, c'est la place du féminin. Et du féminin sacré, avec le personnage de légende qu'il faut peut-être évoquer un tout petit peu, parce qu'elle est centrale. Ouais. On peut en parler longtemps, mais... Voilà. Et puis en quelques mots, sans divulgacher l'album, qu'est-ce que tu peux nous dire de ce personnage féminin? Il y a beaucoup de choses que je peux pas te dire. Bah oui. Comme nous en discutons tout à l'heure en marchant, c'est avec tout le monde sur la plage. Oui. Mais c'est un... Ce que tu pointes du doigt, c'est quelque chose autour duquel j'aimerais continuer à travailler énormément. Dans ma façon d'aborder, tu parles d'archétype, donc ok, on va aborder l'archétype de Sloane. Sloane, c'est finalement une espèce d'archétype masculin poussé au maximum. Mais si on veut s'interroger sur la représentation du héros, du masculin aujourd'hui, alors on est obligé de poser la question de son autre. Alors, si Sloane c'est un masculin, c'est le masculin en absolu. Donc, légende devient l'absolu féminin. Dans l'altérité de laquelle Sloane peut se construire et se définir à tel point que c'est finalement légende qui apporte un caractère attachant au personnage de Sloane. Puis même dans Babel, elle fonctionne un peu comme son lobe droit en fait. Mais ça c'est venu progressivement dans la relation que j'avais avec Dimitri et de comment nous l'avons traité. Maintenant la position pivot que je lui donne, pour moi était extrêmement importante, notamment par rapport au sens qu'on peut, ou en tout cas à une interprétation qu'on peut tirer de cette histoire, cette interprétation morale qui moi m'intéresse beaucoup, qui est effectivement l'histoire d'amour totalement improbable qui les relie et qui encore une fois est une histoire qui fait sens justement. Dans un univers qui ne veut plus rien dire, dans un univers qui est totalement déshumanisé au possible, justement ces deux êtres qui n'ont strictement rien à se prouver, ce qui fait deux égaux, coexistent ensemble et du sens revient, l'imaginaire revient, exactement comme dans la planche que tu as là. On va la montrer. Voilà. Ouais, je veux bien te la montrer. Voilà, tout à fait. Oui, donc effectivement, on voit le personnage. Le jeu entre l'ombre et la lumière est fondamental, ça ressort d'autant plus dans les noirs et blancs. Mais qu'on ne s'y trompe pas, les deux sont de même essence. C'est le même essence, oui. Exactement. Ils sont le un de l'autre en fait. Avec effectivement le petit hommage à Beethoven qui s'imposait. Hein. Je ne sais pas si tu connais cette histoire, c'est la fameuse lettre à l'inconnu de Beethoven, oui. à l'immortel bien-aimé, dont j'ai repris quelques passages, mon tout, mon être, mon autre moi-même. Voilà, pour moi, il fallait creuser l'idée de la muse, mais c'est plus qu'une muse en fait. C'est vraiment son alter ego au sens plein, en termes de deux absolus. Voilà, plus que Pénélope n'a jamais été l'autre de Ulysse, hein, parce que quand même il s'est bien amusé tout autour de la Méditerranée, en passant même par l'Écosse. Alors que quand même Ithaque c'est juste en face. Fallait pas déconner quoi. Mais est-ce que cette question dans le livre, on convoque plein de figures de héros, on reconvoque tous les personnages de Drouillet, il y a Vuse, il y a effectivement tous ces personnages qui ne sont pas forcément des héros, un peu des anti-héros. Cela n'est pas un héros, cela n'est pas un anti-héros, c'est pas un héros, c'est quoi je te disais, c'est de l'indignation pure dressée contre tout. Il y a quand même plein de références à Ulysse, à Hannibal, oui. À Nemo aussi. Parce que comme Ulysse, c'est quelqu'un qui refuse de devenir un dieu. C'est quelqu'un qui va vers sa mort en fait, qui accepte totalement son humanité. Ça serait le sens d'accepter la mort. Ah, c'est le mythe d'Ulysse. Oui. Ulysse, c'est le premier héros à demander à mourir comme un homme, alors que les autres se sont divinisés. Alors, du coup, Sloane est immortel, il a été divinisé et ça l'emmerde. Et est-ce qu'il n'y a pas une espèce de paradoxe, parce qu'il me semble que le scénario de Lehmann faisait mourir Sloane, et dans votre optique, Sloane... Mais... je n'ai pas trahi le vœu de Lehmann. Quelque part. Mais on a l'impression que la vision qui est propre à Drouillet, on l'a après Salammbô, quand on prend la suite, on a l'idée que le personnage, on a l'impression qu'il meurt, mais quelque part, il y a un nouveau cycle. C'est-à-dire, vous pensez en termes de cycle, finalement, toutes ces histoires, j'ai l'impression. Oui, mais c'est aussi comme ça que je les lis. Oui. C'est-à-dire que pour moi, toute l'œuvre de Philippe est parfaitement cohérente, au-delà de Léon Sloane, en fait. Ce type a raconté le passé et tous les avenirs possibles de ce qui restera de nous en fait. La nuit
est un prélude à ce que deviendra Lancelot. Nosferatu, qui se passe longtemps après la nuit sur Terre, est encore un prélude. Et j'adore Nosferatu, mais vraiment, c'est un truc, les planches sont incroyables, l'idée des maîtresses derrière de ce vampire qui erre à travers une terre complètement désertique, privée de toute forme de vie, et qui se dit mais comment je peux faire pour tomber ma faim, et si je me mettais à l'art, et qui décide de se mettre à l'écriture et tombe sur l'angoisse de la page blanche, pas de bol. Mais effectivement, quand on arrive au 6 voyages, dans Lancelot, la terre est interdite aux humains. Et le monde des dieux, le monde de l'imaginaire, le monde de la nature a pu reprendre ses droits. Je ne sais pas à quel point c'est réfléchi et pensé, tout ce réseau symbolique chez Philippe, mais le fait est que c'est là à l'arrivée. C'est organique, et on pourrait même remonter plus loin en arrière. Je suis sûr que si on regarde bien, en fait, tout se correspond, tout s'emboîte. Et donc, oui, j'ai pensé Babel comme potentiellement le redéploiement d'un cycle. Si effectivement l'être disparaît dans Babel, si le non-être se répand, appelle-le le néant, appelle-le l'angoisse, appelle-le la bêtise, ça peut avoir plein de sens. Mais j'aime bien le terme philosophique parce qu'il englobe beaucoup plus de choses depuis l'Antiquité grecque. Et bien effectivement, ce qu'on va faire maintenant, c'est redéployer de l'être, redéployer de l'existence, ramener un peu de piraterie au devant de la scène. Dans cet album, il y a plein de symboles, plein de références. Alors j'aimerais que vous m'explicitiez un peu cette référence au Liber Mundi, qui veut dire en latin le livre-monde. Où est-ce que vous avez été pêcher quelque chose qui sonne à nos oreilles, mais on ne sait pas trop expliquer d'où ça vient? Alors toute l'histoire du terme, je ne pourrais pas la faire comme tu le souhaiterais exactement. J'avais fait des recherches, notamment sur l'histoire de l'alchimie, de l'initiation, etc. Pour moi, ça renvoyait à l'idée de l'œuvre philosophale. Et à la lecture du monde, de la lecture de la nature, telle qu'on peut aussi la retrouver chez les pythagoriciens. À cette idée qui est très présente finalement quand on va jusqu'au bout de l'intrigue, qui commence à l'intérieur de Babel, mais finalement si j'arrive à trouver la formule mathématique dans laquelle l'univers a été fait, dans laquelle il nous parlerait sa langue, peut-être que je pourrais m'emparer de sa source et le redéfinir à ma façon. C'est le postulat des pythagoriciens, qui a après énormément nourri tout ce qui a été l'alchimie jusqu'à la Renaissance et au-delà. Donc voilà, c'était là-dedans que je voulais aller puiser. Et puis en même temps, c'est quand on sait où on arrive l'intrigue de Babel, quand on découvre quel est le livre au cœur du livre-monde qui donne la justification au livre, en fait c'est quelque chose qui renvoie aussi à soi. Voilà. Et à l'importance que peut avoir le langage, que peut avoir l'écriture, que peut avoir la mémoire, à la fois à titre individuel et collectif. Puisque là il s'agit quand même bien d'avoir un livre pour faire tomber un empire. D'accord, donc là c'est une belle tentative de synthèse de l'univers et des parcours vers un autre univers. Alors, vous travaillez déjà dessus, j'imagine? C'est en chemin. Je ne sais pas ce qu'ils t'ont dit les autres, je peux pas donc là, à suivre. Hein, oui, mais et j'espère que ça sera à suivre longtemps, parce qu'avec ça on peut pas s'arrêter avec ça, on tombe jamais à court d'inspiration. Et puis moi j'y vois une matière fabuleuse, donc oui, j'ai en tête de quoi pouvoir faire rigoler mes deux copains longtemps s'ils ont encore envie de jouer avec moi. Et puis le public aussi, je pense que... Et le public, mais enfin, moi je suis un lecteur. Hein. Ouais. J'ai pensé tout le long à quelle tête allaient faire les lecteurs historiques. Alors depuis Angoulême, je suis assez rassuré. Et surtout, comment je pouvais les mettre sur un pied d'égalité avec des nouveaux entrants. Oui, on peut rentrer par l'album. On peut rentrer par Babel. Voilà. Mon but, c'est de... Comme je te l'explique, pour moi l'univers de Druillet est parfaitement clair, il est parfaitement cohérent, et c'est de restituer cette lecture que j'en ai moi, l'enthousiasme que ça me procure, les délires que ça me donne, mais surtout qu'on puisse le lire avec mes yeux, qu'on puisse en avoir la même compréhension intime que j'en ai. Et ça m'a paru très compliqué puisqu'il me parle de manière assez évidente. Alors je suis pas sûr que la lecture que j'en ai soit celle de Philippe, ni tout à fait celle de Dimitri, mais en tout cas elle rentre en dialogue et elle se complète. Après on n'est pas tellement éloigné, Dimitri et moi, parce que on a le même fond, on va dire. Mais tous les trois, je pense que c'est là-dessus qu'on se réunit. On est avant tout trois grands hypersensibles. Ouais. Bon, c'est le début d'une belle complicité qui va peut-être durer encore un cycle, espérons. Mais j'espère, parce que moi je les aime bien, mes deux petits chapeaux. Merci. De rien, avec grand plaisir.